Bonjour à tous et bienvenue à la toute première édition bilingue du Brain Bee à Québec, organisée ici à l'Université Laval. Je m'appelle Ayana et je suis la vice-présidente de l'équipe et nous sommes ravis de vous accueillir pour explorer ensemble le fonctionnement fascinant du cerveau. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les maladies neurodégénératives. Alors regardons ensemble ce que ça veut vraiment dire. Parmi les exemples, on retrouve la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique et la maladie de Huntington. Des chercheurs et chercheuses un peu partout dans le monde, dont ceux et celles de l'Université Laval, travaillent fort pour mieux les comprendre et développer des traitements. Voici ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous commencerons par une introduction aux maladies neurodégénératives et à leurs impacts à travers le monde. Ensuite, nous plongerons dans 4 maladies principales. La maladie d'Alzheimer qui affecte la mémoire et la pensée, la maladie de Parkinson qui touche surtout les mouvements, la sclérose latérale amyotrophique ou SLA qui affaiblit les muscles, la maladie de Huntington, une maladie plus rare qui affecte à la fois le corps et l'esprit. Et pour finir, nous parlerons des perspectives d'avenir, la nouvelle découverte et les traitements prometteurs qui nourrissent notre espoir. Alors, que sont exactement les maladies neurodégénératives? Ce sont des maladies où les neurones, les cellules spéciales du cerveau qui envoient des messages, commencent à détériorer et à mourir avec le temps. Ce processus est lent, mais progressif, ce qui veut dire qu'il s'aggrave petit à petit. Elle touche surtout les personnes âgées, mais des facteurs génétiques et environnementaux peuvent aussi jouer un rôle. Comme j'ai mentionné tantôt, parmi les plus connus, on retrouve la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, la SLA et la maladie de Huntington. Même si chacune agit différemment, elles ont des points communs, des protéines mal pliées, le mort des neurones et une diminution des capacités cognitives ou motrices. Commençons par la plus courante des maladies neurodégénératives, la maladie d'Alzheimer. C'est la cause principale de la démence, qui est un terme qui regroupe des problèmes comme la perte de mémoire et le déclin des fonctions cognitives. Elle touche environ 5 à 8 des personnes de plus de l'âge de 65 et jusqu'à 50 des personnes de plus de l'âge de 85. Ce qui la rend si difficile, c'est qu'elle est progressive. Les symptômes commencent doucement, comme des oublis ou des objets égarés, mais s'aggravent au fil des années. À mesure que les cellules du cerveau meurent, les gens ont de plus en plus de difficultés à communiquer, à faire les tâches quotidiennes ou même à reconnaître leurs proches. C'est une maladie très triste, mais chaque découverte sur son fonctionnement nous rapproche d'un futur avec de meilleurs traitements. Maintenant qu'on sait c'est quoi la maladie d'Alzheimer, voyons ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Dans un cerveau sain, les neurones communiquent parfaitement. Mais dans la maladie d'Alzheimer, on a deux grands perturbateurs, les plaques amyloïdes et les enchevêtrements neurofibrillaires. Les plaques amyloïdes sont des amas collants situés entre les neurones, faits d'une protéine appelée la bêta-amyloïde. À l'intérieur des neurones, une autre protéine, tau, commence à s'enrouler et à former des enchevêtrements. Ces anomalies bloquent la communication et finissent par tuer les neurones, ce qui explique pourquoi les cerveaux atteints de l'Alzheimer paraissent rétrécis, surtout dans la région du cerveau de la mémoire, qui est appelée l'hippocampe. Pour poser un diagnostic, les médecins évaluent la mémoire et les capacités cognitives, mais les scientifiques peuvent aussi utiliser l'imagerie cérébrale. Les scanners TEP montrent les plaques amyloïdes et l'IRM révèle les zones du cerveau qui s'atrophient. Enfin, on peut utiliser l'analyse de liquide céphalo-rachidien pour détecter les protéines bêta-amyloïdes et tau, ce qui sont les biomarqueurs typiques de la maladie. Passons maintenant au traitement. Il n'existe pas encore de remède contre la maladie d'Alzheimer, mais il existe des traitements qui aident à ralentir les symptômes et améliorer la qualité de vie. Les premiers médicaments sont les inhibiteurs de cholinestérase. Ils aident les neurones à mieux communiquer en empêchant la dégradation de l'acétylcholine, un messager essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Ensuite, on a les antagonistes des récepteurs NMDA. Ils protègent les neurones en réduisant leur hyperactivité pour éviter qu'ils ne soient endommagés. Parfois, on combine les deux types de médicaments. On appelle ça une thérapie combinée, souvent utilisée dans les stades modérés à sévères. Et en ce moment, de nombreuses études cliniques testent de nouveaux traitements qui ciblent directement les protéines amyloïdes et tau. Donc, même si la guérison n'est pas encore là, la recherche avance très vite et ça, c'est vraiment encourageant. Ensuite, parlons de la maladie de Parkinson. C'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente, juste après l'Alzheimer. Elle touche surtout le mouvement, mais peut aussi affecter l'humeur et le sommeil. Les signes principaux sont des tremblements, souvent dans les mains, une raideur musculaire, une lenteur des mouvements qu'on appelle bradykinésie, et parfois des troubles de l'équilibre. Tout cela est causé par la perte de neurones qui produisent la dopamine, une substance essentielle au contrôle du mouvement.
et en général, les symptômes apparaissent vers 60 ans, mais parfois plus tôt. Même si la maladie est difficile, il existe des traitements qui peuvent soulager les symptômes et améliorer la vie quotidienne. Regardons de plus près ce qui se passe dans la maladie au niveau neuropathologique. La zone du cerveau la plus touchée s'appelle la substance noire. Elle porte ce nom à cause de sa couleur foncée. Chez les personnes atteintes de Parkinson, cette région perd sa couleur noire car les neurones producteurs de dopamine y meurent progressivement. La dopamine est essentielle pour effectuer des mouvements fluides et précis. Sa disparition entraîne donc les tremblements, la raideur musculaire et la lenteur des mouvements. Le diagnostic se base surtout sur les symptômes moteurs caractéristiques, tremblements au repos, rigidité, bradykinésie et troubles de la posture. Des examens comme l'IRM ou le TEP peuvent aussi montrer une diminution de l'activité dopaminergique dans la substance noire. Au niveau cellulaire, on retrouve dans les neurones de petits amas de protéines abnormales appelées corps de Lewis, formés principalement d'une protéine nommée alpha-synucléine. Ces amas constituent un biomarqueur moléculaire clé de la maladie. En résumé, la maladie de Parkinson correspond à une perte du centre de contrôle des mouvements du cerveau. Et grâce aux techniques modernes, les scientifiques peuvent aujourd'hui observer ces changements en direct. Le traitement le plus connu pour la maladie de Parkinson, c'est la L-Dopa ou levodopa. C'est une précurseur de la dopamine et une fois dans le cerveau, elle est transformée en dopamine, ce qui aide à rétablir les fonctions motrices et à réduire les tremblements, la raideur et la lenteur des mouvements. Ensuite, il y a la stimulation cérébrale profonde ou DBS. C'est une technique impressionnante où de petites électrodes sont implantées dans les ganglions de la base du cerveau. Elle envoie de légères impulsions électriques qui réduisent les tremblements et la rigidité musculaire, un peu comme un stimulateur cardiaque, mais pour le cerveau. Ensuite, on a la thérapie génique, une approche expérimentale où l'on tente d'augmenter directement la production de dopamine dans le cerveau, en insérant certains gènes bénéfiques dans les neurones. C'est encore en développement, mais les résultats sont très prometteurs. Et enfin, la thérapie par cellules souches, qui vise à remplacer les neurones producteurs de dopamine perdus. Imaginez régénérer des cellules cérébrales pour réparer le cerveau. Ces essais cliniques sont en cours et pourraient bien révolutionner les traitements du futur. Passons maintenant à la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, parfois appelée la maladie Lou Gehrig. C'est un trouble neurodégénératif progressif qui touche principalement les neurones moteurs, les cellules nerveuses responsables du contrôle des muscles volontaires, ce qui nous permet de bouger, de parler et de respirer. Avec le temps, à mesure que ces neurones moteurs dégénèrent, les personnes atteintes de SLA développent une paralysie progressive, perdant éventuellement la capacité de parler et de respirer. Malheureusement, l'espérance de vie moyenne après le diagnostic est d'environ 3 à 5 ans. Les hommes sont légèrement plus susceptibles d'en être atteints que les femmes, et la SLA apparaît habituellement entre 50 et 70 ans. C'est une maladie dévastatrice, mais des scientifiques partout dans le monde travaillent très fort pour comprendre pourquoi elle survit et comment on peut l'arrêter. Certaines formes sont génétiques, liées à des mutations précises de gènes, tandis que d'autres sont sporadiques, c'est-à-dire qu'elles apparaissent sans cause évidente. Même si la SLA est rare, la recherche demeure extrêmement importante parce que l'étudier nous apprend énormément sur la façon dont les neurones survivent, communiquent et finissent par défaillir. Alors, que se passe-t-il exactement dans la SLA? Regardons ensemble. Sur le côté gauche, on voit un neurone moteur normal qui envoie des signaux du cerveau vers les muscles, leur permettant de se contracter et de bouger. Mais dans la SLA, ces neurones moteurs dégénèrent et finissent par mourir, ce qui coupe la communication entre le cerveau et les muscles. Sans ces signaux, les muscles ne peuvent plus se contracter et deviennent de plus en plus faibles et atrophiés. C'est ce qui cause la perte progressive de la parole, des mouvements et de la respiration. Le diagnostic se fait surtout à partir des symptômes cliniques, faiblesse musculaire, rigidité, difficulté à parler ou à avaler, et grâce à des examens neurologiques comme l'EMG qui mesurent l'activité des muscles. Les médecins utilisent aussi l'IRM pour éliminer d'autres causes possibles, et les chercheurs ont découvert de nouveaux biomarqueurs comme le NFL dans le liquide céphalo-rachidien ou le sang.
Des taux élevés indiquent une dégénérescence des neurones moteurs. En résumé, la SLA empêche la communication entre le cerveau et les muscles, mais la recherche avance très vite pour trouver des façons de protéger ces neurones essentiels. Même si la SLA reste une maladie incurable, les chercheurs ont fait d'énormes progrès pour ralentir son évolution et améliorer la qualité de vie des patients. Commençons par le Riluzole, un médicament qui réduit la toxicité du glutamate. Le glutamate est un neurotransmetteur essentiel, mais en excès, il peut endommager les neurones. Le Riluzole aide donc à ralentir la progression de la maladie en maintenant un bon équilibre chimique dans le cerveau. Ensuite, il y a l'édaravone, un antioxydant qui protège les neurones moteurs contre le stress oxydatif. En d'autres mots, il agit comme un bouclier contre les molécules nocives qui endommagent les cellules nerveuses. Ce n'est pas une guérison, mais cela aide les patients à préserver leur capacité plus longtemps. Ensuite, on a la thérapie par cellules souches, un domaine de recherche très prometteur. L'objectif est de remplacer ou protéger les neurones moteurs endommagés grâce à des cellules capables de transformer en nouveaux neurones saines. Les essais cliniques sont en cours et les premiers résultats sont très encourageants. Et enfin, la thérapie génique, qui cible certaines formes génétiques de la SLA. Elle vise à corriger ou désactiver les gènes responsables de la maladie. C'est encore expérimental, mais c'est une avancée majeure vers une médecine personnalisée pour la SLA. On peut voir que petit à petit, ces approches nous rapprochent d'un futur où la SLA peut être traitée et un jour vaincue. Parlons de la maladie de Huntington, un excellent exemple de la façon dont la génétique peut influencer la santé du cerveau. La maladie de Huntington est un trouble héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet d'un parent à son enfant. Elle est causée par une mutation du gène HTT. Tout le monde possède ce gène, mais les personnes atteintes ont trop de répétitions CAG, ce qui mène à la production d'une forme toxique de la protéine Huntington. Cette protéine défectueuse endommage les neurones, particulièrement dans des régions comme les noyaux gris centraux, ou le noyau basal, et le cortex, qui contrôlent le mouvement, l'humeur et les fonctions cognitives. Les symptômes apparaissent généralement entre 30 et 50 ans et incluent des mouvements incontrôlés appelés chorés, des changements d'humeur et un déclin cognitif. Parce qu'il s'agit d'une maladie génétique, si un parent porte la mutation, il y a 50% de chances de transmettre à chacun de ses enfants. C'est pourquoi le conseil génétique et les tests précoces jouent un rôle important pour les familles à risque. Même s'il n'existe pas encore de guérison, l'étude de la maladie de Huntington nous a énormément appris sur la façon dont les gènes, les protéines et les neurones interagissent. Et ces connaissances ouvrent la voie à de nouveaux traitements basés sur la thérapie génétique. Maintenant que nous savons que la maladie de Huntington est génétique, voyons ce qui se passe réellement dans le cerveau. Sur le côté gauche, on peut comparer un cerveau normal avec un cerveau atteint de la maladie de Huntington. On remarque une atrophie des ganglions de la base, en particulier du noyau caudé, ainsi qu'une dilatation des ventricules cérébraux, les espaces remplis de liquide. Ces changements sont dus à la perte progressive des neurones. Cette dégénérescence explique les mouvements involontaires, la mauvaise coordination et le déclin cognitif observé chez les patients. Les circuits cérébraux qui contrôlent les mouvements et les émotions sont littéralement perturbés. Pour poser un diagnostic, les médecins se basent d'abord sur les symptômes moteurs et cognitifs, mouvements incontrôlés, sautes d'humeur, troubles de la mémoire ou de la concentration. Mais le diagnostic définitif repose sur un test génétique qui mesure le nombre de répétitions CAG dans la gène HTT. Plus il y a de répétitions, plus la maladie apparaît tôt et progresse rapidement. Les IRM montrent une atrophie des ganglions de la base et du cortex cérébral, et certains biomarqueurs comme le NFL dans le sang ou le liquide céphalo-rachidien permettent de suivre l'évolution de la maladie. C'est un bel exemple de la manière dont une petite mutation génétique peut transformer le cerveau, et de la façon dont la science moderne nous permet de la comprendre en détail. Maintenant que nous comprenons la cause de la maladie de Huntington, voyons les traitements. Il n'existe pas encore de remède, mais plusieurs traitements permettent de réduire les symptômes et d'améliorer la qualité de vie des patients.
Le premier médicament est la tétrabénazine, qui aide à réduire les mouvements incontrôlés appelés chorés, en diminuant la libération de dopamine dans le cerveau. En d'autres mots, elle apaise les signaux nerveux trop actifs, ce qui rend les mouvements plus stables. Une version plus récente, la 2-tétrabénazine, agit de la même façon, mais avec une action prolongée et moins d'effets secondaires. Elle se prend une fois par jour, ce qui est beaucoup plus pratique pour les patients. Et enfin, l'un des domaines les plus prometteurs, la thérapie génique. Les chercheurs testent des traitements qui ciblent directement le gène HTT muté afin de faire taire la production de la protéine toxique Huntington. Ces thérapies sont encore en essai clinique, mais elles marquent une avancée majeure vers un traitement qui agit sur la cause de la maladie et pas seulement sur les symptômes. Chaque nouvelle découverte nous rapproche d'un futur où nous pourrons protéger durablement le cerveau contre la neurodégénérescence. Après avoir exploré ces maladies fascinantes et complexes, voyons ce que l'avenir nous réserve. D'abord, la détection précoce est essentielle. Grâce aux biomarqueurs et à la neuroimagerie, les scientifiques peuvent repérer les changements dans le cerveau avant même l'apparition des symptômes. Cela ouvre la porte à une intervention plus rapide et à de meilleures chances de ralentir la maladie. Ensuite, les thérapies géniques et à base de cellules souches représentent un immense espoir. Elles visent à corriger ou remplacer les cellules défectueuses et non simplement à soulager les symptômes. Troisièmement, la recherche sur le mauvais repliement des protéines et l'inflammation cérébrale permet de trouver des traitements plus ciblés et personnalisés pour protéger les neurones. Quatrièmement, les progrès reposent sur la collaboration internationale. Les scientifiques du monde entier unissent leurs forces pour favoriser la neuroprotection et la régénération du cerveau, une découverte à la fois. Et enfin, plus nous comprenons le cerveau, plus l'espoir grandit. Chaque étude, chaque essai clinique et chaque découverte nous rapproche d'un futur où nous pourrons améliorer la qualité de vie des personnes atteintes. Merci pour votre attention et souvenez-vous, le cerveau garde encore bien des mystères et peut-être que l'un de vous contribuera à les percer.